Merci de nous avoir rejoints pour ce premier regard croisé de la matinée autour du pain et du café. Avec la montée en puissance des coffee shops, la boulangerie n'est plus un concurrent, c'est un allié de taille puisque l'association Café Croissant n'a jamais été autant d'actualité, donnant naissance à de véritables concepts hybrides. Certaines boulangeries diversifient leurs offres et deviennent des lieux où l'on peut bruncher, déguster une viennoiserie chaude ou se désaltérer d'un ice latte. Alors comment ces concepts émergent-ils ? Quels sont les acteurs du café présents sur ce segment ? Quelle collaboration voit le jour entre grandes enseignes et cafés et boulangeries ? Nous allons poser ces questions à nos deux intervenants que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Maxime Lefebvre, directeur de Mamat, et Clémentine Alzial, directrice générale de Malongo. Un micro pour chacun. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé un bon début de matinée ? Impeccable, on était accueillis par un petit déj déjà chez les copains fournisseurs. Donc voilà, on est ravis d'être là. Bonjour tout le monde. Ouais, on sent qu'il y a une ambiance bon enfant dans ce salon et je crois que les différents acteurs ont plaisir à se retrouver ici. Avant de commencer, je vous laisse en quelques mots vous présenter, Clémentine Alzial. Donc Clémentine, je suis ravie d'être là parmi vous. Je suis la directrice des cafés Malongo. Donc Malongo, en deux mots, on va dire du café, du commerce équitable, et ça fait deux mots. Merci Clémentine. Maxime Lefebvre. Eh ben, écoutez, moi je suis boulanger-pâtissier à la base et il y a quelques années, on a eu l'idée d'hybrider un peu ce métier de la boulangerie parce qu'on voulait que les gens restent chez nous plus longtemps. Et on a commencé à mélanger donc trois métiers, la boulangerie, la restauration et le coffee shop. Et aujourd'hui, on a un bel équilibre et on développe une enseigne en franchise. Qui s'appelle Mamat. Exactement. La franchise, elle est déjà lancée ou... Elle est lancée. On a pris le temps d'avoir un modèle suffisamment différenciant pour avoir de la valeur ajoutée. Ouais. Et maintenant, on accélère un petit peu. Bon, on va y revenir tout à l'heure. La première question, Maxime, en 2016, quand vous avez commencé à modifier votre proposition, est-ce que vous vous imaginiez que la boulangerie prendrait l'aspect qu'elle a aujourd'hui ? Je pensais pas que ça allait. Moi, je voulais simplement, j'étais un peu tout seul dans mon coin à cette époque. Je voulais simplement proposer de la valeur ajoutée et être. Je suis obsédé par la différence, parce que j'aime pas être comparé. Donc, on voulait avoir un modèle différenciant. Il se trouve que ce qu'on a fait en 2016 puis en 2019, on est en plein aujourd'hui dans cette tendance. Alors, tant mieux parce que le marché grossit. Attention, il faut continuer à être bon et toujours plus différenciant parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. De toute façon, il faut prendre le virage. La première chose que vous avez mise en place, c'était quoi ? Vous avez commencé juste à servir du café ? Enfin, je dis juste. Ouais, le petit déjeuner, en fait. Okay. Voilà, le petit déjeuner était vraiment la première offre. Je crois que le marché est encore devant nous sur le petit déjeuner. Parce que on le voit dans les pays anglo-saxons, tout ce qui vient d'outre-Atlantique arrive un jour chez nous. Que font les gens dans ces pays-là ? Ils posent les enfants à l'école et ils vont au petit-déj à l'extérieur avant d'aller au bureau. C'est en train, nous on est à plus 20% sur ce créneau-là en 2025. Et le goûter aussi. Le midi, on avait une proposition encore un peu simpliste à l'époque qu'on a étoffée pour aussi pouvoir proposer une offre aux actifs du quotidien. Oui, on sent que le petit déjeuner a encore pas mal de progrès à faire. On a prononcé le mot café, coffee shop. Je pense qu'on doit faire un état des lieux du café, Clémentine Alzial. Est-ce que le café prend une importance de plus en plus grande dans la vie des Français ? Est-ce qu'on boit de plus en plus de café ou est-ce qu'on a créé le moment café ? Est-ce qu'on l'a encore plus imprégné dans notre vie ? Moi, je dirais que le café, il a toujours été important. Il a toujours été important parce qu'en fait, la particularité du café, c'est qu'il est à la fois individuel et social. On le boit soit tout seul, soit pour se retrouver entre amis. Et il est dans tous les moments de la journée. Donc, il est soit un moment qui nous sert à faire le lien entre la nuit et le jour.
notre petit café, mug, tout seul, tranquille, personne ne doit nous parler avant, etc. Et après, dans la journée, il vient développer de la relation sociale. Ah bah tiens, viens, on se retrouve, on va prendre un café, on va boire un café ou un thé, ou peu importe la boisson. Enfin, je veux dire, c'est ce côté un peu boisson chaude. Donc moi, je pense que les Français, ils ont toujours aimé le café. Il y a toujours une relation particulière. Moi, ce qui me fait particulièrement plaisir aujourd'hui, c'est de voir que les jeunes continuent à boire du café et que du coup, toutes les boissons qui justement nous viennent aussi d'outre-Atlantique et qui sont toutes ces boissons latées, tout ce côté un peu plus chaleureux, finalement, ça permet que les jeunes restent près du café aussi. Et au fur et à mesure, je pense que le goût se développe et qu'après, on aime de plus en plus l'amertume et que peut-être qu'on a commencé par le latte, mais qu'ensuite, on revient à l'expresso. Non, moi je dirais qu'il y a toujours une relation d'amour avec le café. Il y a une transmission, c'est intéressant ce que vous dites là. Ouais, il y a une transmission quelque part familiale. On initie peut-être inconsciemment ses enfants au café. Il y a une odeur, il y a un truc Ouais, avec c'est le vrai. café, il y a un... Je sais pas, ce côté... Nous, quand on est à la torréfaction, nous, on est basé à Nice, en fait. La torréfaction, elle est à Carrosse. Tous les gens que je rencontre qui me disent « Ah oui, vous torréfiez à Carrosse. Ah mais c'est vrai, je sens cette odeur de pain grillé, de machin. » Et en fait, ce truc qu'on a, soit avec l'odeur, soit avec le goût, soit avec le moment, parce que ça peut aussi être un moment privilégié. Je ne sais pas, si jamais on a des enfants jeunes qui dorment pas bien la nuit, on se retrouve à deux avec le café le matin, ou au contraire seul, ou peut-être en allant voir ses parents un peu plus âgés. En fait, il y a toujours un truc familial ou avec les copains autour du café. Moi, je trouve que c'est un vrai lien social. Alors, dans votre rapport avec le monde de la restauration, des cafés, est-ce que vous constatez, comme le dit Maxime, cette émergence en France du petit déjeuner? Est-ce que le Français commence à sortir pour prendre son petit déjeuner? Alors, je suis particulièrement d'accord avec lui sur le fait qu'ils ont encore des jours encore meilleurs à venir. Moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a ce qu'il dit, il y a le fait que on mange moins chez nous, alors que ce soit de la restauration qu'on achète à emporter et qu'on fait réchauffer chez nous. Enfin voilà, ça c'est tout ce côté un peu anglo-saxon. Le petit-déj en effet à l'extérieur. Et après, il y a un autre phénomène aussi, moi je trouve, c'est les gens sont plus pressés et les gens qui avant allaient à l'hôtel, se déplacer, même les gens qui pour leur boulot vont à l'hôtel, avant ils prenaient le petit déjeuner à l'hôtel, maintenant je pense qu'ils le font de moins en moins et qui vont de plus en plus autour de l'hôtel et en partant, ils prennent à emporter un café où ils s'arrêtent 5 minutes. Je ne sais pas s'ils ont l'impression que c'est plus rapide, que c'est plus dans moins cher surtout. C'est moins cher, ça c'est vrai. Mais ça, non mais Les rigolons pas hôtels avec sont ça. souvent hors de prix. Bien sûr, ils sont très chers et souvent pour des gens qui finalement mangent pas beaucoup et du coup ils se disent j'ai plus intérêt à aller le prendre. Du coup, je suis d'accord avec lui qu'il y a vraiment des beaux jours encore sur le petit déjeuner à l'extérieur, ouais. J'ai l'impression qu'en France, on a aussi, à la fois quand on vit en France ou quand on est un touriste, on aime ce côté café croissant, café pain au chocolat ou chocolatine selon l'endroit où on se trouve, mais il y a la viennoiserie qui est comme chez nous assez présente et qu'on a envie de goûter. Donc je pense qu'il y a aussi un attrait de ce combo café viennoiserie. Tu as dit quelque chose de fondamental. Le café, c'est on va boire un petit café. Quand on croise quelqu'un, c'est vraiment l'élément fédérateur. Et nous, quand on a voulu développer ces lieux de vie, parce qu'en fait, Mamat, c'est ni plus ni moins qu'un, ce que je dis, le troisième lieu que Starbucks a inventé il y a 40 ou 50 ans. Il y avait la maison, le bureau, et il y avait Starbucks. Et en fait, c'est le lieu de vie et le meilleur produit pour rassembler les gens autour de quelque chose, c'est, je dirais pas le café, moi je dirais la boisson chaude aujourd'hui, parce que 70% de nos boissons sont vendues noyées dans du lait, noyées dans du... Donc, mais en fait, peu importe, comme tu le dis, les goûts vont évoluer en fonction de la maturité et de l'âge, et on y viendra à ces cafés avec cette acidité ou cette amertume. Donc voilà, c'est vraiment, pour nous en tout cas, fondateur, parce que c'est l'endroit où tu te retrouves pour prendre le petit café. On parle de café. Comment est-ce que vous avez sélectionné votre café quand vous avez voulu lancer cette activité? Et j'irai même plus loin, on parle de café, mais vous venez de le dire, il faut proposer une gamme de boissons. Donc la première carte, elle ressemblait à quoi? Parce que j'aime bien repartir de l'origine pour voir comment ça évolue ensuite. En 2016, on était très dans... Il fallait que tout soit nickel, tout soit le meilleur produit dans tous les domaines. Donc on avait sélectionné un torréfacteur, meilleur artisan de France, café de spécialité,
Et puis on s'est rendu compte que en fait les gens n'aimaient pas. Pourquoi? Parce que ces cafés-là sont destinés à des spécialistes et à des amateurs de café. Et parce qu'on est sur des acidités. Moi, j'aime pas, par exemple. Moi, j'aime bien le jus de chaussette américain, quoi. Voilà. Et donc, on avait souvent des remarques qui étaient un peu négatives. Et puis, on s'est aperçu au fur et à mesure où on a développé cette offre coffee shop que les boissons étaient noyées dans du lait d'avoine, dans du lait de vache, avec de la crème fouettée, avec plein de choses. Et on s'est dit, attends, à quoi ça sert de mettre un café de spécialité qui coûte 2 fois et demi le prix? Faut le reconnaître. Donc, de manière très pragmatique, on a sélectionné un café qui reste un très bon café, mais qui est un café mass market, parce que Mamat est un concept mass market qualitatif, mais quand même mass market. Et on ne peut pas, sinon, on donnait le coffee shop de spécialité, comme on voit dans les quartiers bobos parisiens. Et nous, on n'est pas ça. Donc, on a sélectionné un café qui était plus passe-partout, qui reste très qualitatif, mais qui permet de convenir à tous. Clémentine, quand on est à la tête d'une maison comme Malongo et qu'on parle d'équitable et qu'on fait je dirais le mieux pour avoir le meilleur café possible, comment est-ce qu'on entend ces mots-là? Moi, j'adore, parce qu'en fait, il y a un café pour chaque goût. Et j'adore ce que tu dis quand tu dis moi j'aime le jus de chaussette. Il y a des gens, ils aiment le café filtre. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça le filtre, on appelle la V60, la filtration douce, etc. Mais au final, c'est la même chose. Il y a des gens qui adorent ça parce que soit c'est un souvenir d'enfance, soit ils viennent du Nord, soit ils viennent du Sud, ils sont proches de l'Italie et nous on est proches de l'Italie et les gens ils te disent non mais un expresso c'est pas ça, c'est ça. Et en fait, chacun a sa définition qui lui correspond, son café qu'il aime, le goût qu'il aime. Et en effet, il y a des gens, ils vont adorer le café de spécialité. Il y a des notes, il peut y avoir des notes de fraises, de poire, c'est très acide, c'est moins amer. Et il y a des gens, ils disent, mais je peux pas boire ça. Ou alors, je peux le boire à 11h du mat, mais par contre, celui de 7h, mon premier, il doit être plutôt comme ci, comme ça. Et moi, j'adore ça, c'est génial, quoi. C'est un peu comme le pain, du coup, je fais le lien. C'est un peu comme le pain. Il y a celui qui adore le pain pas cuit, celui qui l'adore très cuit, celui qui comprend pas pourquoi est-ce que t'aimes la croûte, celui qui adore le quignon, celui qui déteste. Et finalement, il y a un café, un pain pour chaque type de personne. Et c'est ça qui est génial dans nos métiers. Et c'est bien pour ça qu'on les fait. Après, moi, le seul truc que je peux rajouter là-dessus, c'est la façon dont on choisit le café. Il faut faire attention qu'il soit rémunérateur pour les producteurs. Et je peux pas m'empêcher d'en parler parce que forcément c'est ce qui m'anime. On est quand même sur des pays producteurs, on est sur une matière première agricole, il ne faut pas oublier, le café c'est un fruit, c'est une cerise, donc c'est ramassé à la main, en tout cas quand c'est pas dans de la monoculture avec des énormes champs où on mécanise tout, où il y a des tracteurs qui passent, etc. Normalement c'est ramassé à la main, donc il y a des agriculteurs derrière, donc c'est une matière première agricole, on parle beaucoup d'agriculture en France, c'est la même chose dans les autres pays, donc il faut quand même regarder du coin de l'œil, qu'est-ce qu'on achète, est-ce qu'il a été produit dans des bonnes conditions et est-ce que les gens qui le fabriquent sont rémunérés à leur juste valeur. Voilà, c'est mon seul message et après buvez-le comme vous l'aimez. Non, mais ça c'est très important, mais j'en reviens quand même à ma question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, c'est que quand on est un acteur comme Malongo, comment est-ce qu'on fait pour proposer en fait et des cafés, j'imagine, qui correspondent justement à tout ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir une gamme de 50 cafés, c'est pas possible. Donc il faut choisir à un moment. Et c'est ça ma question. Je trouve que la position, elle n'est pas si simple que ça. C'est de comment est-ce qu'on répond le mieux possible au marché. En fait, on est obligé d'avoir des produits différents et on est obligé d'avoir une gamme quand même assez large. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à Lille et à Nice, on ne boit pas le même café. C'est pas la même France, c'est pas les mêmes goûts. On boit pas le même café. Donc en fait, moi, je vois très bien la différence qu'il y a dans ce qu'achètent les gens. Donc en fait, nous, on va proposer une variété de goûts, une variété d'origine, une variété de torréfaction aussi, parce qu'il y a des torréfactions plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, qui vont donner un certain goût au café. Et les gens, souvent, ils vont venir, ils vont picorer, ils vont dire j'ai essayé celui-ci, j'ai essayé celui-là. J'ai encore quelqu'un là dans une allée qui m'a dit oh là là, j'ai acheté celui-là l'autre jour, oh, il était dégueulasse, j'ai pas du tout aimé. Je dis ben oui, ben du coup, pourquoi tu prends celui-là? Prends celui d'à côté. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai voulu tester. Donc en fait, les gens goûtent, ils essayent, ils aiment pas, ils vont en chercher un autre et ils choisissent celui qui leur correspond. Vous avez aujourd'hui le potentiel d'ajuster la torréfaction, oui. Par exemple, selon vos clients. Donc ça, c'est formidable. Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. En fait, Malongo, pareil, je le disais tout à l'heure dans une allée, notre notoriété est plus grande que nous.
on a une forte notoriété, certainement grâce au fait d'avoir mis le premier produit commerce équitable dans les rayons en France, parce que c'est nous qui l'avons mis il y a 30 ans. Et nous, on reste une société finalement assez une PME ETI, quoi. Donc en fait, on torréfie tous les jours. On a des badges de torréfaction, on torréfie à l'ancienne pendant 20 minutes. On a des grilleurs qui écoutent les cracks, qui vérifient la qualité, l'aromatique. Et on a aussi des toutes petites torréfactions qui nous permettent de faire des tout petits batchs et on peut tout à fait s'adapter à une demande ou à une autre, quoi. Maxime Lefebvre, ce que disait Clémentine par rapport au respect de l'agriculteur et je dirais à la conscientisation de l'homme qui a fabriqué le café, est-ce que vos clients sont sensibles à ce fait-là? Et est-ce que quand on est boulanger et quand on propose cette activité de coffee shop, est-ce qu'on arrive à faire passer ce message-là, à afficher un niveau équitable, à dire voilà, on connaît le producteur, en tout cas on a sélectionné un café dont on sait que le producteur a été respecté dans sa démarche? Je vais être honnête, non. C'est-à-dire que nous, on essaye de ne pas faire n'importe quoi et de travailler avec des gens qui ne font pas n'importe quoi. On le fait. Mais j'ai jamais un client qui m'a dit est-ce que le producteur est bien rémunéré? Parce que le client, il vient pas chez nous pour se poser toutes ces questions. Il vient passer un bon moment, prendre un café et basta, et prendre du plaisir. Ça peut arriver, ça pourra arriver, mais aujourd'hui, c'est pas. On en fait plus que ce qu'il n'est réellement. C'est comme pour le bio. On a fait du bio pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans. On n'entendait plus parler que de ça. Partout, dans toutes les conventions, Et puis il n'y a qu'à voir le marché du bio aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup plus au local, par exemple, qu'au bio. Et c'est peut-être malheureux, hein, mais je crois qu'en France, en tout cas, on n'est pas les derniers de la classe sur tous ces sujets. On peut toujours faire mieux et il faut surtout être pragmatique. Voilà. À un moment donné, on m'a dit ouais, il faut que tu travailles avec une boîte pour tes déchets, ce qui te reste le soir, tes pertes et tout. Je dis pourquoi faire? Ça fait 10 ans que je donne à des banques alimentaires tout ce qui me reste. Donc j'ai déjà pas de déchets. Voilà, c'est juste une question de est-ce que c'est rationnel? Voilà. Moi, je préfère donner que de jeter. Ça me coûte rien de donner. Maintenant, j'arrive même à vendre moins cher. Bon, les gens qui font... c'est juste du pragmatisme. À la fois, on pourrait se le mettre sous réserve de dire non, en fait, on est juste pragmatique et on essaye d'être intelligent dans ce qu'on fait. Demain, si la clientèle pousse à avoir plus de traçabilité, on le fera avec grand plaisir parce qu'on n'est pas en reste sur ces sujets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens ne demandent pas. Ou alors, dans les coffee shops, cafés de spécialité, dans des lieux peut-être très parisiens ou très urbains, avec une autre typologie de clientèle, mais qui n'est pas la France. Vous voulez réagir, Clémentine Alezane? Ouais, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis contente que le café soit investi par les boulangeries. Je suis contente parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, le client final, il ne le demande pas. Par contre, l'avantage du boulanger, c'est qu'il est habitué à choisir ses matières premières. Il est habitué à choisir une farine, à la fois pour ses qualités techniques, mais aussi pour d'où elle vient, comment est-ce qu'elle a été produite, quel est le meunier derrière. Enfin, tu vois, en fait, le choix de la matière première est pareil sur le beurre, et pareil sur le chocolat, et pareil sur tous les ingrédients. C'est des gens qui sont habitués à choisir une matière. Donc moi, je préfère que le café soit entre ces mains-là, parce que du coup, même si le consommateur final ne le demande pas, dans tous les cas, pour un tarif égal, tu vas quand même choisir une matière qui correspond soit à une traçabilité, soit à quelque chose auquel tu crois en termes de qualité. Pour un tarif égal. Exactement. Mais les boulangers sont aussi des gens pragmatiques comme tout le monde. On essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et après, chacun son positionnement. Voilà. Celui qui fait du très haut de gamme et du très luxe, il est obligé d'aller chercher, parce que c'est quand même souvent plus cher quand on va chercher le mieux sourcé, le fabriqué en France, le machin. Il faut le reconnaître. Et soit on l'assume dans son positionnement, dans son offre globale de concept, soit on est un concept plus passe-partout, et dans ce cas-là, il faut faire des choix qui sont parfois moins RSE, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais j'essaye de parler de la profession en général. Et je suis désolé, mais les boulangers, certains achètent de la très bonne farine, d'autres achètent de la merde. Et c'est le cas dans tous les métiers. Je suis d'accord. Là où je suis pas du tout d'accord, c'est sur le positionnement prix. Sur un café,
Le café, aujourd'hui, noir, c'est la boisson la moins chère du rayon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moins cher de boire du café que de boire de l'eau en bouteille. La seule chose qui est moins chère que le café, c'est l'eau du robinet. Donc, un café, aujourd'hui, ça coûte maximum 18 centimes. Ce qui coûte cher, c'est tout ce qu'il y a autour. Avoir une machine, que cette machine soit bien entretenue, qu'il y ait un SAV, qu'il y ait des baristas qui soient formés ou des gens qui savent faire du café. C'est ça aujourd'hui qui est cher. Et quand on voit qu'on vend aujourd'hui des lattés à 6 euros, 5,50 euros, 4,50 peut-être, ou 4, dans tous les cas, c'est pas la matière première qui est chère. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est le personnel, là, je te rejoins vraiment. Donc on peut prendre du bio et du commerce équitable. Elle va me vendre un contrat à l'année. Alors je pense que si c'est pour parler commerce, vous le ferez sur le stand de Malongo. Je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, on peut parler des levées de marge du café dans nos métiers alimentaires, hein, qui ont fait beaucoup de bien, hein, parce que même si depuis 2-3 ans, le café a une vraie grosse tendance haussière, mais c'est quand même des marges qu'on n'arrivait pas à aller chercher dans nos métiers. Dans la boulangerie, il y avait des marges brutes, hein, plutôt confortables, mais dans la restauration, ça se tend de plus en plus, vraiment fort. Et puis, un barista, faire un art, du café art, latte art, c'est une chose. Pour faire un expresso, un double expresso ou les boissons un peu traditionnelles, on peut former à peu près tout le monde qui a de bonne volonté pour y arriver. C'est ce que j'allais vous demander, parce que je trouve que c'était important de le souligner. C'est vrai que quand on transitionne en coffee shop, quand on est boulanger, il faut investir dans une bonne machine et ensuite former son personnel. Et oui, c'est vrai que je trouve que c'est important qu'on évoque ce point-là, parce que ça a un coût, c'est du temps, enfin voilà. Oui, on a quand même rationalisé aussi ces choses-là. Parce que le barista est un vrai métier. Alors au début, on est allé là-dedans. Hein, on a voulu faire des petits cœurs comme tout le monde. Ouais. Et puis quand on s'est aperçu que... parce qu'il faut dire les chiffres. Hein, restauration rapide, c'est 100% de turnover par an sur Paris. La boulangerie, c'est un peu moins, mais ça reste beaucoup. Bon, nous, les bons magasins font 15% de turnover par an. Donc on arrive quand même à stabiliser les équipes. Mais malgré tout, former 6-7 personnes. Et puis je dis à un client, ne lui fais pas de cœur. Parce qu'on a des fois des jeunes qui font des chœurs. Je lui fais pas de chœur, il va être déçu. Bah non, il va être content, je lui fais un chœur. Mais je dis, quand il va revenir la semaine prochaine, il n'aura plus son chœur. Il va être déçu et il dira, maman, c'était mieux avant. Ouais. Donc, voilà, nous, l'esprit, encore une fois, mass market qualitatif, c'est d'avoir une constance dans le produit, dans sa réalisation. Donc, on arrive à massifier les organisations via de la fiche technique, via des choses comme ça. Et puis, on organise des petites formations plusieurs fois par an pour maintenir le niveau. Mais ça reste accessible tant qu'on ne va pas dans l'exceptionnel ou dans l'ultra qualitatif. Ouais. Clémentine, vous accompagnez vos clients dans l'équipement, j'imagine, de machines, de formation. Alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais du simple café servi au art latte où on va effectivement donner les petits cœurs, etc. Oui, exactement, parce que comme il y a un café pour chaque goût, il y a aussi une typologie pour chaque type de client. Et en effet, il y a le barista, coffee shop, passionné de latte art, de café. C'est un truc de geek, hein. Franchement, c'est un vrai truc de geek, hein, le métier de barista. Hein. C'est on pèse, on fait une mouture, on vérifie, on refait, on fait des dessins. Enfin, c'est chouette, hein. Il y a des gens qui adorent ça et qui vont rentrer dans la précision. Et après, il y a d'autres gens, en effet, qui ont besoin de délivrer, de faire du service. Et du coup, moi, je le vois dans la boulangerie, ce qui change beaucoup par rapport à ce qu'il y avait dans la restauration, c'est qu'en gros, tu as une seule personne, elle est derrière le comptoir. Il y a quelqu'un qui arrive, il lui dit « je voudrais un croissant, un café ». Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le croissant, elle le met dans une petite pochette. Pendant ce temps, elle se tourne. Nous, on a des doses en papier naturel. Elle met la dose, elle envoie le café. Pendant ce temps, elle va encaisser. Et ensuite, quand elle a fini d'encaisser, elle peut donner à la personne son croissant et son café. Donc, en fait, ça va vraiment du plus simple et du plus efficace parce que j'ai besoin d'être efficace, j'ai qu'une seule personne derrière mon comptoir, il faut que ce soit simple et que ce soit bon. Bon, là, il y a une solution. Au plus geek
qui va vouloir un type de café, une certaine mouture, une certaine torréfaction, plus claire, plus douce, plus lente. Voilà, tout l'éventail est là et c'est, je pense, notre rôle de pouvoir amener une solution pour chaque type de client. Maxime Lefebvre. Ouais, on vit un peu ce qu'on a vécu avec les microbrasseries il y a 10 ans finalement. On voyait pousser tous les 15 km une microbrasserie. Moi, je fais ma bière dans mon coffre de bagnole. Il faut pas se leurrer, hein. Ça va se casser la gueule. Il y a une bulle. Non, mais là, il y a une bulle. Tous les 5 mètres, tu as un coffee shop. Parce que tout le monde croit que c'est accessible de faire du café et d'ouvrir un shop. On ne maîtrise pas forcément le modèle économique d'une entreprise à part entière avec des loyers, des charges fixes, des choses comme ça. Donc voilà, il y a une bulle. Tant mieux, ça fait parler du café. Tant mieux. Disons qu'il y a plusieurs choses et je pense que ça mériterait presque un regard croisé à part entière sur le continue, café. Si tu veux. Hein. Oui, sur le café, l'expérience, parce qu'on le voit bien, surtout à Paris, voilà, dans le 10e, dans le 11e, dans le Marais, enfin, on entre dans des endroits qui sont totalement designés, parfois très épurés, éclairés, choisis. Il y a 2 personnes et on ne boit que du café. Alors après, j'en reviens juste un temps aux marges, parce qu'effectivement, c'est l'essence du commerçant. Il faut qu'il fasse de la marge pour vivre. Mais je pense qu'il faut aussi peut-être avoir en tête de ne pas tirer trop sur le fil, parce que quand on vend un café entre 2 et 3 euros, et l'allonger qui n'est simplement que 2 centilitres d'eau supplémentaire et qu'on rajoute sur la tasse 2 euros de plus. Ça, c'est les voleurs. Nous, c'est pas comme ça chez nous. Non, mais ça existe et je me dis, parce que tu parlais de bulle, je pense que voilà, cette bulle, si elle explose, il y aura peut-être aussi de cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le client voilà, pour... Le café a une chance, et là, je vais le comparer à la baguette de pain. C'est pas encore dans le référentiel psychologique des produits de première nécessité de grande consommation. Dans une boulangerie, la baguette, tu peux pas l'augmenter comme ça. Le croissant non plus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on regarde si c'est cher, c'est parce que la baguette ou le croissant, tous les autres produits, les gens ne les voient pas, parce que c'est des produits de besoin. En tout cas, la baguette est un produit de besoin. D'ailleurs, on le voit bien, dès que ça augmente de 5 centimes la baguette, alors que la baguette est moins chère qu'un café, il faut quand même le dire, moi ça me rend fou en tant que boulanger. Hein. Une baguette, c'est un artisan boulanger derrière, une grosse formation, il n'y en a plus. Hein. Une grosse formation, beaucoup de complexité, beaucoup d'heures de fermentation, de travail et tout. On vend ça aujourd'hui, une baguette classique, c'est 1,10 €. C'est ça ? Un café, moi j'ai l'habitude de dire, tu fais tac, 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 tac. Oh, t'exagères. Non, mais non, disons, Non, mais je suis désolé, moi je fais à peu près 400 cafés par jour. C'est mon moulin automatique, tac, tac, j'appuie sur le bouton et je suis sur la machine. Et je suis sur de la machine traditionnelle. Je suis pas sur du pod. Je coule 2 €, j'ai fait 90 de marge. Alors c'est magnifique pour la profession. Mais pour l'instant, ça tient parce que ce n'est pas le référentiel psychologique. Jusqu'à un moment donné où on voit d'ailleurs de plus en plus sur les réseaux sociaux passer des photos avec des cafés à 6 balles sur les grandes avenues. Et là, tu vois 200, 300 commentaires parce que les gens réagissent. Quoi. Ouais, on a beaucoup parlé de café. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à la boulangerie. Est-ce que quand on hybride, comme vous l'avez fait, Maxime Lefebvre, quand on propose voilà, du petit déjeuner, le coffee shop, le snacking du midi, est-ce qu'on est encore boulanger ? Non. Non, on n'est plus boulanger. On en a toujours l'image parce qu'on a beaucoup de nos clients qui viennent toujours à la boulangerie. Mais la vérité, c'est que le pain aujourd'hui chez moi représente moins de 5% de mon chiffre d'affaires. Alors si j'y amène la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, on va monter à 35. Et c'est pas beaucoup parce que moi j'ai un modèle très hybride. Mais la restauration, je fais 40 et la partie boisson fait 30. 25-30. Donc... dans la réalité des faits, on n'est pas boulanger. Attention, moi ça fait longtemps que j'ai hybridé, donc j'ai vu les travers. Attention de la perte d'identité. Donc là, on est en train de faire chez Mamat un travail inverse pour regarnir nos vitrines en offre, parce que le mauvais cercle de la perte d'identité, c'est puisque j'en vends pas, j'en fais plus. Donc là, on est en train de renforcer notre offre de boulangerie-pâtisserie. Pourquoi ? Parce que si je n'ai plus cette identité, je n'ai plus le volume client. Parce que le partenaire de confiance, c'est le boulanger. Le volume client quotidien, c'est le boulanger. Et donc, il faut que je garde ça. Donc, il faut faire attention à cette perte d'identité que j'ai vécue un petit peu. On est en train de faire la marche arrière, mais en vrai, je ne suis plus boulanger. Quel est l'avenir de cette évolution ? Est-ce que le boulanger... alors,
je pense que le mot est un peu fort, mais est-ce qu'il a le devoir de se transformer en coffee shop, de proposer une offre snacking pour assurer sa pérennité, vu, je dirais, la direction que prennent les choses aujourd'hui? Tout dépend du positionnement que tu as pris. Si tu fais de l'ultra qualitatif artisan, il y aura toujours une clientèle pour du très très bon. Les gens voudront toujours le meilleur gâteau d'anniversaire pour leurs enfants. Donc il y aura ou la bûche de Noël pour Noël. Ça existera toujours. Après, c'est un choix. Moi, je considère le pain. Le pain est un produit d'accompagnement d'un repas. Je considère le pain comme un métier d'accompagnement de tout un univers. Et chez Mamat, on a vraiment créé tout cet univers. Voilà. Donc c'est totalement différent. Je crois que ce n'est pas une obligation, mais ça fait du bien. Et pour continuer à vivre de son activité de boulanger-pâtissier, il faudra vraiment être premium ou très 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 peu cher. Et encore, le low cost est très très dur à tenir parce que le vrai low cost, il est en grande surface, il est en GMS. La GMS a la possibilité d'acheter un croissant industriel à 25 centimes et comme elle n'a besoin que de faire 25% de marge brute sur son produit, elle va le vendre à 40 centimes. Le modèle économique d'une boulangerie ou d'un point de vente de détail, c'est 70% de marge brute. Donc elle ne pourra, même si elle le touche au même prix, elle ne pourra jamais le vendre au même prix. Donc le low cost, moi, j'y crois pas. Il faudra premiumiser à fond et différencier. En tout cas, je constate une chose, enfin, je comprends une chose dans ce que vous nous dites, c'est que voilà, il faut ne pas oublier son métier et le faire le mieux possible pour voilà, assurer sa pérennité. Clémentine? Oui, pour revenir sur ta question, moi je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut garder son identité et je trouve que c'est intéressant de se dire bah, attention, c'est pas parce que je fais moins de pain que j'oublie d'en faire ou que j'arrête d'en faire, c'est mon identité. Et en fait, le café, le coffee shop, qu'est-ce qu'il fait? C'est une diversification de revenus, c'est-à-dire que ça amène un revenu complémentaire. On est habitué à pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc on diversifie. Ça peut amener aussi un peu de trafic, une récurrence, voilà. Mais en effet, on a une identité de boulanger à la base. C'est juste un plus et une diversification, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Un dernier mot pour réagir et après je propose au public présent de poser des questions. Oui, alors c'est plus qu'une diversification à mon sens parce qu'il faut quand même reconnaître que les gens mangent 2 à 3 fois moins de pain qu'il y a 50 ans, que cette tendance continue à s'accentuer, que mes enfants, le pain qu'ils préfèrent, c'est le pain de Miaris. Ah, ça me fait mal au ventre. Du coup, on est en train d'enlever toutes les gammes de pain chez nous traditionnelles pour faire du pain de Miaris, maison, pour aller chercher ce marché, parce que c'est le marché de demain. Et voilà, encore une fois, c'est la différence. Mais la diversification permet aussi de combler un manque qui va continuer à s'accentuer, je pense. Ouais, c'est une remise en question permanente. Une agilité, c'est un mot qu'on a beaucoup répété. Il faut être agile aujourd'hui, il faut réagir à ce qui se passe autour de soi. Est-ce que vous auriez des questions à poser à l'un de nos deux intervenants? Il vous suffit de lever la main et je viens vers vous. C'est qu'on a été hyper clair. C'est ce que l'on peut en déduire. C'est ce que l'on peut en déduire. Inspirant. N'hésitez pas. Non, mais parfois il y a une petite hésitation, puis ensuite on a une main qui se lève. Il faut toujours une première question qui en amène une deuxième. Non? Ah, ben voilà. Merci, je m'approche. Je vous tiens le micro. Vous venez de dire que vous alliez aller vers du pain style Harris, parce que c'est ce que les consommateurs veulent. J'avais plutôt l'impression que ce que les consommateurs recherchaient aujourd'hui, c'était du pain plus sain, donc revenir avec des valeurs anciennes. Et voilà, je voulais avoir votre retour sur ce que vous vivez au quotidien, vous, chez vous. Alors nous, on a aujourd'hui une dizaine de sortes de pains spéciaux, le vin naturel, une sorte avec des blés anciens aussi. On va garder 2 sortes de pains classiques, entre guillemets classiques, de la variété ancienne de blé qui est fabriquée à côté de chez nous à Amiens par une paysanne meunière, et on va garder une baguette de tradition. Tout le reste, on arrête et on passe par, en fait, c'est pas du pain de Miaris, c'est du choucoupan qu'on va développer, développer et décliner. Pourquoi? Parce que je veux déjà être différenciant. Je ne vais pas être le meilleur boulanger, je le sais.
Pourquoi? Parce que nous, on a une centralisation de notre fabrication. On ne pourra pas aller faire mieux que ce que je disais tout à l'heure. Le très bon artisan de la ville, il fera toujours mieux que nous. Donc, il faut aller sur un produit différent, un marché différent aussi. Je crois beaucoup au pain de petit déjeuner, au pain de goûter, au pain de tartinable pour les week-ends, avec aussi où on peut décliner en sandwich. C'est un marché qui n'est pas pris par les artisans encore suffisamment. Donc, on va essayer d'être le meilleur sur ce créneau-là, tout en gardant notre variété ancienne de blé parce que ça nous tient à cœur et notre baguette de tradition. Mais savoir qu'un établissement comme Lille, où on fait 2 500 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est un gros établissement, on vend 100 baguettes. 100 baguettes. Quand j'étais boulanger-pâtissier de mon village de 10 000 habitants, je faisais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je faisais 900 baguettes. Donc là, c'est tout le positionnement marketing de l'offre globale du concept qui doit aller ensemble. Aujourd'hui, faire du pain traditionnel, du petit épaule, du pain en graines, du machin, chez Mamat, ça n'a plus aucun sens parce que ça ne rentre plus dans ce qu'est Mamat aujourd'hui. Voilà. Merci, les réponses absolument complètes. Une autre question? Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de différenciation et pas forcément de positionnement ni low cost ni d'aller sur du premium. Qu'est-ce qui vous a différencié quand vous avez créé Mamat? Est-ce que c'est parce que ça n'existait pas encore dans vos villes en province qui existent déjà sur Paris, ou alors vous avez apporté d'autres choses encore, et si oui, quoi par rapport au concept de snack et de boulangerie qui existent depuis maintenant 20 ans et qui font déjà du snack et de la restauration? Quand on est arrivé en 2016 à Amiens et on a mis 25 places assises dans une boulangerie, on était très boulanger encore, parce que c'est quand même mon métier de base. Ben, il n'y en avait pas tant que ça. Même sur Paris, il y avait 3-4 pâtisseries salons de thé en fait à l'époque. C'était les salons de thé, mais il n'y avait pas encore cette offre. Donc déjà, on a amené une nouveauté. Quand on a mis des QR codes à table pour passer commande, 2019, on était même trop en avance sur notre temps. Aujourd'hui, la différenciation pour nous, c'est d'aller chercher des produits qu'on ne trouve pas chez les copains. Chez moi, vous n'aurez pas de religieuse, vous n'aurez pas d'éclairs au chocolat, parce que je ne serai pas le meilleur dans ce domaine. Donc, je vais essayer d'avoir des produits différenciants, des offres différenciantes. Par exemple, la restauration chez nous, on ne fait pas du snacking, parce que, alors on a évidemment des sandwichs froids pour emporter, mais on a une prise de commande à table, via digital, mais quand même à table. On a un plat chaud qui est fabriqué minute, et on envoie à table. Donc on a vraiment mélangé la restauration dans la boulangerie. Ça n'est pas que des linéaires de 12 mètres ou de 20 mètres de long avec un ensemble de produits qu'on réchauffe. 30% de notre carte est fabriquée minute à la commande. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus échanger sur ces sujets du pain au café. Comment les boulangeries se réinventent en coffee shop. Merci beaucoup Clémentine Alzial, directrice générale de Malango, et Maxime Lefebvre, fondateur de Mamat. Merci à vous de votre attention. Dans une dizaine de minutes, on enchaîne sur un nouveau regard croisé. Nous allons évoquer le pricing, levier clé de performance, de stratégie, avec Paul Fedel, rédacteur en chef du France Snacking, et Clara Sopopriso, associée du cabinet Simon Kucher. A tout de suite.